Là-dessus, c'est le moment d'analyser les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. On va commencer par cette motion du Bloc québécois dont je viens de parler et qui revient en fait à la charge pour demander des excuses officielles au gouvernement fédéral pour la loi sur les mesures de guerre en octobre 70. On a eu un débat plutôt émotif aujourd'hui aux communes. Joël Denis, on a vu notamment un Pablo Rodriguez s'exprimer sur un ton qui est très personnel. Je me demandais qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a été, je pense, à ramener des souvenirs douloureux dans le cas de Pablo Rodriguez. Il a fait état de sa situation à lui lorsqu'il était encore en Argentine, parce que vous savez que M. Rodriguez est venu de l'Argentine en tant que réfugié. Son père voulait se lancer en politique et il a eu des menaces. Il y a une bombe qui a même explosé dans son domicile au Venezuela, de sorte que la famille a dû quitter précipitamment l'Argentine pour prendre refuge au Québec, à Sherbrooke plus précisément. Donc, on sentait le trémolo dans la voix de M. Rodriguez lorsqu'il a parlé à la Chambre des communes dans le cadre de ce discours. Et j'ai trouvé aussi le discours de M. Rodriguez assez convaincant. Il a quand même fait état d'un fait qui manque dans la motion du Bloc québécois, c'est-à-dire honorer aussi la mémoire de Pierre Laporte, qui est assassiné par les Felkis en 1970 à la suite de cette crise. Il le fait de façon digne, tout en contrôlant ses mots. Et donc, je voudrais que M. Pablo Rodriguez a quand même bien donné la réplique du gouvernement Trudeau à cette motion qui aurait pu être un piège pour les libéraux Justin Trudeau, parce que c'est un sujet qui est quand même assez sensible au Québec. Je pense que le gouvernement Trudeau a su patauger dans ses eaux troubles de façon assez adéquate. Althia, justement, Justin Trudeau n'est pas intéressé à présenter des excuses au nom du gouvernement. Les conservateurs ont déjà annoncé aussi qu'ils allaient voter contre lundi cette motion parce qu'elle va être débattue. Elle va être, en fait, on va faire le vote sur cette motion lundi aux communes. Ça n'a donc pratiquement pas de chance de passer à moins d'un revirement de situation. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie du Bloc québécois? Je pense que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur que pour le Parti libéral, parce que ça aurait été très surprenant que Justin Trudeau, le premier ministre, change de position là-dessus. Le Parti conservateur, par contre, ils ont été, surtout quand on commençait à en parler mi-septembre, fin septembre, l'émotion qui était assez similaire, ils ne voulaient pas se présenter. On nous disait même, ah ben, vous voulez que moi, que je présente des excuses, que moi, personnellement, je présente des excuses? Non, on ne veut pas toi, comme député conservateur, présenter des excuses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait présenter des excuses? Puis c'est à cause que, bien, en fait, le Bloc piétine sur du terrain avec le Parti conservateur au Québec, mais c'est un enjeu qui joue très différemment dans le reste du pays, dans le Canada anglais. Alors, la mesure de guerre, la loi que Pierre Trudeau a utilisée, c'est quand même c'est vu d'une manière que le premier ministre avait été très fort. Il a pris les choses en main, puis on devrait l'admirer dans plusieurs cas. Alors, ça parle à une certaine base conservatrice anglophone qui est vraiment pas le cas. Ça parle pas du tout aux Québécois conservateurs. Je pense que c'est vraiment un piège pour le Parti conservateur pour plus que le Parti libéral. Bon. Conrad, sur le fait que la motion du Bloc n'honore pas la mémoire, justement, de Pierre Laporte, Joël Denis en parlait un instant, est-ce que vous pensez que si ça avait été le cas, parce que les conservateurs, M. Rodriguez a dit ça également, en fait, il y a tout un côté de l'histoire qui est occulté dans cette notion, si ça avait été le cas, pensez-vous que le Bloc aurait eu plus de succès dans sa démarche? Pas vraiment. Je pense que les autres partis n'étaient pas intéressés à négocier le libellé de la motion parce que lorsqu'on parle d'honorer la mémoire de Pierre Laporte, on parle d'autre chose que le fondement de la motion, ce qui est vraiment les injustices qui ont été faites aux personnes détenues sans mandat durant la crise d'octobre. Et c'était ça. C'était pour ça qu'on avait demandé des excuses. C'est pas une motion qui demande des excuses, qui honore à la fois la mémoire de quelqu'un. En tout cas, vous voyez comment les deux choses sont des choses à part séparées. Donc, je pense que l'idée d'honorer la mémoire de Pierre Laporte pourrait bien faire le sujet d'une autre motion, mais dans la même motion, c'est pas la même chose. Et que les autres partis, je suis d'accord avec Althia que c'était plutôt un piège pour le Parti conservateur qui a deux clientèles
avouons-le, dans les deux solitudes. Évidemment, les conservateurs au Québec ne sont pas la même clientèle que les conservateurs au Canada anglais. On sait que les conservateurs au Canada anglais, pour eux, la réponse à la crise d'octobre a été la bonne. Intéressant. Sur la gestion de la COVID-19, maintenant, le Canada a franchi cette semaine un cap psychologique, je dirais, de 10 000 morts. On ne voit pas le jour, finalement, où on va être sorti du bois. Joël Denis, les conservateurs ont quand même persisté et réussi à obtenir leur enquête en profondeur sur la gestion de la pandémie, veulent en fait revoir tous les contrats qui ont été passés depuis le mois de mars entre le gouvernement Trudeau et ses différents fournisseurs. Est-ce que cette enquête-là risque d'être contre-productive en pleine pandémie? Non, je ne crois pas, parce que jusqu'ici, je vous dirais, le gouvernement Trudeau a utilisé le prétexte de cette pandémie pour refuser de rendre des comptes. Et je pense que ça frustre quand même les partis d'opposition qui ont un travail à faire au Parlement, c'est-à-dire d'exiger des comptes du gouvernement qui prend des décisions au nom du peuple canadien, mais aussi dépense des milliards de dollars dans le cadre de cette crise. Donc, je pense qu'on va probablement apprendre beaucoup de choses durant ces audiences si on obtient les documents. Peut-être des ratés qui n'ont pas été éventés par le gouvernement, évidemment, des ratés qui pourraient mettre en lumière aussi des choses qu'on pourrait apprendre lors d'une éventuelle troisième vague, par exemple. Donc, je pense que c'est un exercice utile, nécessaire, obligatoire de la part du gouvernement, mais le gouvernement, lui, semble plutôt être frileux à ce genre je vous dirais, d'examen sous la loupe de ces décisions par les partis de l'opposition. Ça se traduit par une méfiance qui prend de l'ampleur, je dirais, entre les partis de l'opposition et le gouvernement. En temps de pandémie, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que souvent, les partis doivent travailler tous ensemble pour tenter d'obtenir un meilleur résultat pour les Canadiens. Et dans cet esprit-là, c'est pas ce à quoi on assiste en ce moment au Parlement. Oui. Altia, le premier ministre Trudeau a semblé, je dirais, résigné, comme vraiment fatigué, pour plusieurs Canadiens d'ailleurs, avec cette pandémie. Lors d'un point de presse cette semaine, il a dit, bon, c'est plate, l'hiver va être difficile. En anglais, il a même dit « it sucks ». Le premier ministre, on a eu le sentiment de parler avec son cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette sortie du premier ministre plus tôt cette semaine? Il a parlé de Adrien, le dernier de son fils, oui. Qui a demandé est-ce qu'on va toujours vivre avec COVID-19, puis le fait qu'Adrien il va à l'école dans un programme Waldorf où il manipule la cire d'abeille, puis ils apprennent à jouer de la flûte à bec, puis ils chantent, puis le premier ministre il a dit que c'est la première année, la grande année, puis il ne pouvait même pas chanter dans sa classe. C'était vraiment... c'était terrible. Il y a plus que ça. Hein? Il y a 10 000 morts. Pas de chantage, je pense qu'on peut peut-être vivre avec ça, mais c'est vrai que les gens sont tannés. Je pense qu'on le voit, en fait, que les gens veulent sortir. Les cas montrent encore. Le premier ministre est très bon à être empathique envers les gens. En fait, les premiers ministres qui ont démontré ce sentiment-là, on pense à Doug Ford aussi, ont vraiment bien joué dans les sondages. Les gens veulent savoir que les politiciens sont à l'écoute, qu'ils savent comment on se sent. Je pense que le premier ministre a bien fait là-dedans. Conrad, il semble y avoir une chicane fédérale provinciale à propos de Noël. Le premier ministre Trudeau a dit qu'il n'y aura pas de rassemblement à Noël dans plusieurs régions du Canada. Au Québec, le premier ministre Legault, lui, s'est montré un peu plus confiant. Il dit qu'il va pouvoir y avoir peut-être des petits rassemblements de famille à Noël. Il a demandé à Justin Trudeau cette semaine de s'occuper plutôt de gérer les frontières entre le Canada et les États-Unis. Comment on peut interpréter ces apparentes divergences entre les deux premiers ministres, Trudeau et Legault? Mais M. Legault est celui qui écope en première ligne si les gens sont pas contents avec les mesures de confinement. Donc, c'est lui qui essaie, et c'est une approche de style personnel aussi. M. Legault dit chaque fois qu'il veut donner de l'espoir aux gens. Mais je crois que après, M. Trudeau est plutôt l'approche, il ne veut pas créer des attentes chez la population qui ne peuvent pas être remplies. Donc, et on l'a vu, M.
même au mois de mars, mars, avril, mai, M. Trudeau a été beaucoup plus prudent que, par exemple, M. Legault par rapport à les possibilités d'ouverture dans un avenir proche. Et on voit la même chose maintenant. On l'a vu lors du discours de M. Trudeau à la Nation le mois dernier, lorsqu'il avait dit on est à la veille d'une deuxième vague qui pourrait être pire que la première vague. Mais effectivement, ça semble être le cas. Donc, on regarde ce qui se passe en Europe. On est très inquiet. On sait qu'il y a un peu de décalage horaire entre les deux continents et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, je crois que ça a beaucoup avec les deux approches des deux chefs. Le temps file. Je veux vous entendre sur les 3 élections qu'il y a eu au Canada depuis samedi. En fait, en Colombie-Britannique, le gouvernement John Horgan qui est allé chercher une majorité vraiment très forte en pleine pandémie. En Saskatchewan, où le parti au pouvoir a remporté vraiment un 4e mandat avec une victoire écrasante. Il y a eu des élections sur la scène fédérale également lundi, 2 complémentaires dans la région de Toronto. Joël Denis, d'abord, sur ces partiels dans la région de Toronto, c'était 2 châteaux forts libéraux qui sont restés aux libéraux, mais ça a été quand même plus difficile. Est-ce qu'on a lancé un message à Justin Trudeau? Je pense que oui. À tout le moins, M. Trudeau doit comprendre que les électeurs ne sont pas forcément heureux de l'idée ou de la possibilité d'avoir des élections fédérales à brève échéance. Et je pense qu'on peut décoder ce message-là des électeurs de Toronto Centre et de York Centre. Autre message, je pense que l'on doit décoder, c'est que le Parti vert va devenir peut-être une formation politique avec laquelle les autres partis politiques devront composer. Mme Annamie Paul, la nouvelle chef du Parti vert, a su augmenter sa part des votes de presque 4 fois plus qu'elle avait obtenu en 2019 contre l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, dans Toronto Centre. Elle s'est de nouveau présentée pour tenter de se faire élire et elle a fait bonne figure, arrivant 2e, dépassant le NPD. Et l'autre message, je pense, c'est évidemment au NPD. Ça va pas très bien. Le NPD perd des plumes lors de ces élections partielles. Et si des élections fédérales avaient lieu dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais pas si le nouveau Parti démocratique serait en mesure de garder les sièges qu'il détient à l'heure actuelle à la Chambre des communes. Donc, 3 gros messages, je pense, qui s'adressent à l'ensemble de ces formations politiques. Althia, sur les élections provinciales en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, des mandats renforcés en pleine pandémie, est-ce que, évidemment, tout le monde se pose la question, ça pourrait donner des envies aux libéraux de Justin Trudeau? Bien, on l'a toujours dit. Je pense que quand on a vu les résultats de Nouveau-Brunswick, c'était vraiment ce qui a donné le plus pause aux gens autour du premier ministre. Le renouveau, le mandat majoritaire de John Horgan fait la suite, comme on a vu avec M. Higgins au Nouveau-Brunswick. Alors, oui, M. Trudeau se trouve aussi dans une situation minoritaire. C'est très tentant de savoir ou penser probablement pouvoir aller chercher d'autres sièges puis avoir une majorité. En Saskatchewan, mais vraiment, il n'y a pas trop de surprises là quand on a un vote populaire de comme 76 mais il y a des gens qui se posent la question en Saskatchewan qui est assez intéressante. Il est où le parti dans le milieu? Parce qu'il y a des partis, il y a le NPD qui est à gauche, maintenant il semble devenir de plus à gauche en Saskatchewan. Puis il y a des partis à la droite, mais il y a des gens qui se posent la question. Il y avait des sondages qui discutaient est-ce qu'on pourrait avoir un genre de parti libéral, un parti plus centralisateur, qui serait un petit peu à la gauche du parti de la Saskatchewan, mais à la droite du parti du NPD? Bon. Puis, ouais. En fait, je vous interromps parce que le temps file et je vais aller tout de suite à mon prochain sujet sur lequel je vais vous entendre. En fait, sur les élections présidentielles aux États-Unis, vraiment, c'est le dernier blitz. Le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui que le Canada allait faire preuve de prudence avant de reconnaître un vainqueur mardi soir. Conrad, on sait qu'il y a déjà 80 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, entre autres par correspondance, ce qui fait qu'on pourrait effectivement ne pas savoir le résultat final le soir du vote. Je me demandais comment vous voyez la soirée électorale de mardi aux États-Unis? Bien, c'est une question super intéressante, évidemment, parce que on l'a vu ce qui se passait en 2016 et
personne ne s'attend à ce que 2016 soit répété parce que les chances, les probabilités que quelque chose comme ça arrive sont tellement minces. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, là, si on est statisticien, c'est très, très peu probable que ça arrive. Mais en même temps, les sondages aux États-Unis sont tellement... L'écart entre les sondages aux États-Unis est hallucinant. Il y a eu un sondage hier de Washington Post, ABC News, dans l'État de Wisconsin, qui donnait une avance de 17 points à Joe Biden. Mais 2 jours plus tôt, il y a un sondage de la firme Trafalgar qui donnait les 2 candidats coude à coude. Donc, et Trafalgar était l'un des seuls firmes de sondage en 2016 qui avait prédit une victoire de M. Trump. Donc, cela dit, je ne m'attends pas personnellement à une grosse surprise mardi soir. Je crois que les conditions qui ont fait en sorte que Trump a gagné en 2016 ne sont pas réunies cette année et que on va savoir le résultat mardi soir. Alors, même si dans l'État de Pennsylvanie, ils ont jusqu'à vendredi pour compter les bulletins qui ont été postés. Donc, on ne sait pas. Mais mon feeling, c'est évidemment que le résultat ne sera pas surprenant. À suivre. On va s'en reparler très certainement la semaine prochaine. Conrad Altia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Bye-bye.